Bon, on va commencer. Je voulais juste savoir s'il y avait du monde un peu dans les sites. À Saint-Sacrement, y a-tu quelqu'un? Moi. OK. Au CHUL? Oui, ben en fait, on est deux seulement. OK. Après ça, l'Enfant Jésus. Il y a juste moi aussi. Puis à Saint-François? Oui, on est là. On est deux. OK. Bon, fait que nous autres, il y a une personne qui s'est jointe à nous. Alors, on va commencer. Julie, tu vas partir la patente, là? La vidéo? C'est déjà parti. Oups, OK. Donc, bonjour, bienvenue au 5 à 7 Info Relève. C'est la première conférence qu'on donne. Ça porte sur la diversité de la profession infirmière. Aujourd'hui, on va parler infirmière stomothérapeute, infirmière en radio-oncologie et l'infirmière en prévention des infections. Donc, moi, je vais commencer avec l'infirmière stomothérapeute. Je m'appelle Pascale Bellemare. Je fais partie du comité relève du CHU de Québec et je suis infirmière clinicienne stomothérapeute. Alors, on va débuter par le cheminement scolaire et professionnel. Donc, moi, j'ai fait un DEC en soins infirmiers au Cégep à Garneau. Après ça, j'ai fait le processus DEC-BAC. Donc, j'ai fait mon bac à l'UQAR Campus Lévis. Et par la suite, j'ai fait le programme de formation infirmière stomothérapeute à l'Association canadienne des stomothérapeutes. C'est une formation qui se donne un cours à distance sur une période de 1 an et ça nécessite d'avoir un baccalauréat pour pouvoir accéder à cette formation. Dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé toujours pour le CHU de Québec, anciennement le CHUC, et toujours au pavillon de l'Hôtel-Dieu de Québec. J'ai fait équipe volante secteur chirurgie de soir. J'ai fait aussi de la chirurgie ORL, gynéco-uro de soir et de jour. J'ai fait de la chirurgie générale de jour. Et j'ai finalement été en stomothérapie en 2012. Donc, ça fait depuis 2012 que je suis en stomothérapie. Rôle et fonction de l'infirmière stomothérapeute. L'infirmière stomothérapeute possède des connaissances spécialisées pour les soins de stomie, les soins de plaie et les problèmes liés à l'incontinence. Et les connaissances sont toutes basées sur des lignes directrices des pratiques exemplaires. L'infirmière stomothérapeute aussi évalue la personne et identifie les besoins dans les 3 sphères que j'ai parlé si haut. Elle fait aussi l'enseignement aux patients et à ses proches et elle apporte du support psychologique. Puis, elle travaille en collaboration avec les professionnels de la santé afin d'aider la personne à retrouver son autonomie et sa dignité. Plus précisément, là, au niveau des soins d'ostomie, l'infirmière stomothérapeute, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on localise le site de la stomie en phase préopératoire. Donc, le chirurgien nous les réfère et c'est nous qui décidons avec le patient où est-ce qu'on va mettre sa stomie pour éviter les problématiques post-opératoires dues à l'appareillage. Aussi, on fait l'enseignement et la prise en charge des soins pré- et post-opératoires associés à la stomie. Il y a aussi les infirmières sur les unités qui sont plus habituées, comme en chirurgie, qui donnent aussi l'enseignement. Mais nous, on fait toujours une visite au moins durant le séjour. Aussi, on fait la sélection des meilleurs produits pour répondre aux besoins spécifiques de chaque personne. Et le traitement des complications liées à la stomie et à la peau péristomiale. Ça aussi sur les unités, disons qu'il y a des rougeurs, il y a des unités il y a des infirmières qui sont habiles à gérer les complications, mais il y a des fois qu'on doit rentrer dans le dossier parce que c'est des complications qui ils n'ont pas les connaissances pour pouvoir gérer la peau. Après ça, au niveau des soins de plaie, il a évalué pour déterminer l'étiologie de la plaie et élaborer un plan de traitement infirmier approprié. Il a assuré le suivi des plaies ainsi que réajusté le plan de traitement et le traitement en lui-même. Faire de l'enseignement auprès des professionnels de la santé, donc les préposés, les infirmières auxiliaires.
Il y a même des fois qu'on est demandé auprès des résidents, des externes en médecine. Il y a aussi assurer le suivi et l'enseignement auprès des clients sur les stratégies à mettre en place pour optimiser les soins de leurs plaies et éviter une récidive. Au niveau du soin d'incontinence, ben c'est sûr que dans le CHU de Québec, les stomothérapeutes ont fait un petit peu moins ce volet-là, mais on est toujours disponible. On évalue les aspects physiques, psychologiques et sociaux liés à l'incontinence. On peut élaborer un plan de traitement pour favoriser le rétablissement de la continence. On peut effectuer l'enseignement auprès des clients et du personnel soignant sur les stratégies pour optimiser la continence et favoriser le rétablissement de la continence pour éviter l'utilisation à long terme des produits de gestion d'incontinence comme les culottes ou les autres produits absorbants. Activités réservées, selon les 17 activités ou les 20, là, si on inclut les 3 nouvelles. Pour ce qui est de relier à l'infirmière stomothérapeute plus spécifiquement, il y a évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique, exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l'état de santé présente des risques, y compris le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier, et lui qui est le plus important, je vous dirais, déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments et prodiguer les soins et les traitements qui s'y rattachent. Fait que c'est là-dedans qu'on jongle un peu plus. Donc, si on y va plus en profondeur dans cette activité réservée-là, l'infirmière peut, sur la base de son évaluation, décider du plan de traitement pour les plaies et les altérations de la peau et des téguments et, le cas échéant, le modifier selon leur évolution et les résultats du traitement, ce qui lui confère une autonomie dans ce domaine. Fait que c'est pas parce que je suis stomothérapeute que je peux faire cette activité-là. Toute infirmière peut déterminer un plan de traitement. La seule chose, c'est que l'autonomie accordée à l'infirmière est toutefois tributaire de divers facteurs. Donc, il faut qu'elle ait les connaissances, les habiletés, l'expertise pour pouvoir déterminer un plan de traitement. Il y a aussi prendre en compte la complexité de la situation clinique. Sa capacité à utiliser des médicaments et produits selon une ordonnance, le cas échéant, et les règles de soins infirmiers en vigueur dans l'établissement. Ça, c'est important parce que si on va dans l'activité réservée qui est reliée au plan de traitement, ben il y a des choses comme enlever des points de suture ou des agrafes, mais on s'entend qu'ici, dans le CHU de Québec, je pense pas qu'on puisse enlever des agrafes ou des points de suture. C'est le médecin qui doit signer là, au dossier. Donc, il faut vraiment prendre en considération aussi les règles de soins en vigueur dans notre établissement, le CHU de Québec. Aussi, ben il y a nouvellement la prescription infirmière là qui est tout nouvelle là, depuis janvier 2016. Donc, la stomothérapeute a les connaissances et les compétences pour prescrire les analyses de laboratoire, préalbumine, albumine et culture de plaie pour, dans le fond, faire notre évaluation plus globale de la plaie du patient. Et on peut prescrire les produits, les médicaments et les pansements reliés au traitement des plaies et aux altérations de la peau et des téguments suivants. Les produits créant une barrière cutanée, les médicaments topiques, sauf la sulfadiazine et ceux relatifs au traitement dermatologique ou oncologique, et les pansements. Donc, c'est sûr que dans l'établissement, une infirmière sur une unité peut dire, bon, ben moi, je vais mettre tel pansement, elle a le droit, mais c'est peut-être plus la prescription infirmière, c'est plus pour les clients qu'on voit à l'externe, pour qu'ils puissent aller se procurer le matériel à sa pharmacie et que ça soit remboursé par la RAMQ. Fait que c'est le plus-value, mais encore là, une infirmière en CLSC qui est en contact toujours avec les plaies, elle se sent à l'aise de prescrire, elle peut faire la demande pour la prescription infirmière, là. Donc, c'est pas encore là relié seulement à la stomothérapeute. Mes tâches quotidiennes, ben c'est sûr que de faire une journée type, c'est un petit peu difficile, là, c'est très varié. Donc, ce que je peux faire dans une journée, je peux évaluer des nouvelles plaies, je peux suivre mes plaies que j'ai déjà vues. Donc, des fois, c'est des suivis à chaque semaine. Des fois, ça nécessite que j'aille les voir 2-3 fois semaine. Il y a aussi l'enseignement des soins de plaies, l'enseignement aux porteurs de stomie. Donc, quelqu'un qui est nouvellement stomisé, que je dois donner de l'enseignement, ben encore là, je peux y aller une fois par semaine, une fois avant s'en sortir. Je peux y aller tous les jours, ça va dépendre. Il y a les préopératoires, les préopératoires pour les stomies, la localisation que j'ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi quelques jours, semaines de la clinique externe où on voit des patients qui viennent nous voir pour des suivis, soit pour les stomies ou pour les plaies.
Aussi, on retourne les appels des CLSC. Donc, des fois, on a des suivis de plaie que les infirmières du CLSC font. Et ils nous rappellent pour soit des complications, soit qu'ils veulent faire des suivis avec nous. Aussi, on donne la formation aux infirmières pour les infirmières ressources en soins de plaie et stomie. Puis aussi, on a des réunions là, un comité de stomothérapeute, des comités de soins de plaie, tout ça. Dans le CHU de Québec, l'équipe de la stomothérapie, c'est quoi que ça a de l'air? Donc, à l'Enfant Jésus, à Saint-Sacrement, il y a 2 conseillères stomothérapeutes, donc sont plus temps plein à l'Enfant Jésus, mais ils viennent quelques jours à Saint-Sacrement. Après ça, à Saint-François d'Assise, sont 2 infirmières cliniciennes stomothérapeutes. À l'Hôtel-Dieu, on est 2 infirmières cliniciennes stomothérapeutes. Au CHUL, il n'y a pas de stomothérapeute sur place, sauf que il y a la possibilité qu'une infirmière de l'Hôtel-Dieu de Québec peut se déplacer lorsqu'il y a des demandes jugées nécessaires, là, quand il y a des demandes faites par les médecins. En conclusion, ce que je peux dire du travail en stomothérapie, c'est un travail qui est passionnant. On fait preuve de leadership. Il y a des mises à jour continuelles, des congrès, des formations en soins de plaie. C'est quand même fréquent. On a une autonomie au niveau du travail et on collabore beaucoup avec les autres professionnels, ergo, physio, les médecins, les infirmières, les préposés. Donc, c'est une belle profession qui est la stomothérapie, infirmière stomothérapeute. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Marie-Pierre. Oui? Question ici, je voudrais que tu pousses un peu. Tu disais que tu as eu une formation en stomo. Juste expliquer c'est quoi, où est-ce que tu as fait ça, puis combien ça durait de temps pour les gens qui sont intéressés à être stomo. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? OK. Comme je disais tout à l'heure, c'est une formation qui est à distance à l'Association canadienne des stomothérapeutes. C'est sur une durée d'1 an. Donc, exactement, c'est 56 semaines. Donc, c'est vraiment comme intensif. Là, il y a pas de pause l'été ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment à temps plein. Puis, il faut aller sur l'Association canadienne des stomothérapeutes pour pouvoir s'inscrire. Là, c'est vraiment au niveau canadien. Puis, il y a un volet qui est français, qui est une fois par année, quand il y a assez de monde. Puis, c'est ça que je pourrais dire pour compléter. Y a-t-il des prérequis? Comme je disais tout à l'heure, il faut avoir notre baccalauréat pour pouvoir s'inscrire parce que, étant donné que c'est canadien, toutes les autres infirmières des autres provinces, ils ont leur bac. Donc, faut avoir finalisé notre bac. Il n'y a pas de nombre d'heures à avoir travaillé en soins de plaie ou quoi que ce soit, mais faut avoir notre bac. Super, merci. Fait que je passe la parole à Marie-Pierre. Bon, alors moi je suis aussi membre du CRI. Je m'appelle Marie-Pierre Labrec, je suis infirmière clinicienne en radiothérapie ici à l'Hôtel-Dieu. Ça veut pas changer. Ah merde. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas choisir suivant à chaque fois? Ah non, dans le bout. OK. Bon, excusez pour le petit bug. Donc, mon cheminement scolaire et professionnel, j'ai un DEC en soins infirmiers au Cégep de Jonquière. J'ai fait mon baccalauréat en soins infirmiers à l'Université du Québec à Chicoutimi que j'ai terminé en 2008. Mon parcours professionnel, j'ai travaillé à la Maison Notre-Dame du Saguenay en soins palliatifs, qui est un peu le comparatif de Michel Sarrazin ici, mais à plus petite échelle. Je suis à l'Hôtel-Dieu depuis 9 ans. J'ai travaillé à la greffe rénale, en néphro, équipe volante, une majeure en cardio et unité choro. Depuis 2013, à mon retour de congé maternité, j'ai commencé en radiothérapie. Donc, il n'y a aucun prérequis pour ce poste. Quelques jours de formation, là, 8 à 10 jours qui sont nécessaires pour l'orientation. La formation spécialisée en oncologie, c'est quelque chose qui se développe à toutes les semaines ou en allant au midi d'oncologie, en ayant la possibilité d'effectuer la certification en oncologie, là, que c'est très reconnu dans le milieu ici, ainsi que plusieurs autres. Donc, à l'affichage de poste, je voulais juste
le stipuler, là, ça s'appelle support radio-oncologie. Souvent, c'est le genre de choses qu'on sait pas trop qu'est-ce que c'est. Donc, le département est situé au pavillon Carleton-Auger, qui est un pavillon annexe à l'Hôtel-Dieu. Les traitements de radiothérapie et de curithérapie sont effectués. Les CP peuvent pas travailler chez nous pour le moment, là, parce que en fait, ils pourraient, sauf que c'est plus ou moins payant là pour l'examen de l'ordre qu'ils ont à faire à la fin de l'été. Là. Donc, pour l'instant, ils en prennent pas. Par contre, le dynamisme des jeunes infirmières est recherché dans ce milieu qui demande aucun prérequis. Les infirmières de la relève qui ont une grande capacité d'apprentissage et d'adaptation, leurs connaissances générales ainsi que les techniques de soins qui sont fraîchement intégrées sont les bienvenues. Puis, le leadership positif est un atout. J'ai sorti les rôles de l'infirmière en radio-oncologie selon l'ACIO, qui est la Société canadienne des infirmières en onco. Donc, je pense que c'est un peu lourd si en tout cas, je vais le lire rapidement. Je vais passer rapidement dessus, parce qu'après ça, je vais plus expliquer en détail. Donc, l'infirmière en radio-onco fait partie intégrante de l'équipe. Elle a les connaissances, l'habileté, les jugements qui lui permettent d'évaluer et d'intervenir en surveillance clinique. Elle peut également répondre aux besoins des familles sur tous les plans. Elle peut également... je l'ai comme répété. La majorité des patients sont traités en mode ambulatoire, ce qui occasionne des besoins de soins directs, une surveillance étroite et des enseignements de stratégies d'auto-soins. Pour la clientèle qui est hospitalisée, on peut assurer le rôle d'éducation et de consultation auprès des équipes des unités de soins. On est une personne ressource lors des problématiques de suivi, puis on facilite la transition lorsque les patients, les traitements prennent fin. Donc, je veux juste vous expliquer un peu la trajectoire du patient. On les voit, on est comme présente tout le long du début à la fin. Donc, on les voit au début à la consultation, à la planification, pendant tout le cours des traitements et en post-traitement également. Donc, j'ai mis un petit exemple là, pour qu'on puisse plus suivre d'un patient. J'ai mis Monsieur Lacasse, qui est référé à l'évaluation. Il vient à la consultation il est référé d'une clinique de médecine familiale pour un diagnostic de cancer de la prostate. Fait que bon, il y a un PSA ou un toucher rectal qui est anormal, suivi d'une biopsie qui est positive. Donc, un cancer qui est un diagnostic qui est posé. Dans le fond, moi, j'effectue une collecte de données initiale chez ce patient, puis on lui fait passer un ODD. Ça veut dire un outil de dépistage de la détresse en oncologie que tous les patients qui passent en transit par l'oncologie à l'Hôtel-Dieu passent. Dans le fond, ça sert à savoir un petit peu comment est-ce que le patient va moralement et physiquement. Ça passe à peu près toutes les sphères, là. Donc, au besoin, on le réfère à IPO, TS, Psycho-Onco, une ressource communautaire. Ensuite de ça, on fait l'enseignement, on lui explique qu'il va y avoir une planification des traitements, le TACO, le marquage à la peau, plus un moulage, puis la routine de comment ça va se passer là, pratico-pratique. On valide la compréhension, on lui remet ses prescriptions puis les documents nécessaires, puis bien sûr, on rédige un PTI. Oups. Revenir. Donc, pendant les traitements de radiothérapie, on effectue la gestion des effets secondaires. Ça, c'est le plus gros de notre travail. Donc, Monsieur Lacasse rencontre, comme prévu, son radio-oncologue une fois par semaine pendant ses traitements afin d'évaluer ses symptômes et les effets secondaires. Il va être évalué par une infirmière au préalable, puis on juge si la situation nécessite un avis médical si le médecin est absent. Donc, l'évaluation et le jugement clinique de l'infirmière ici est très important. Les interventions là, multiples sont possibles. Selon le site tumoral, là, ici, j'ai fait comme si que le patient avait un cancer de la prostate, mais on en voit de tous les sites possibles. Là. Donc, ça dépend des symptômes, de l'état clinique. Exemple, assister le médecin dans l'installation d'un kéophyte qui se fait sous scopie. On fait l'enseignement, on le réfère au CLSC, la liaison, etc. On fait les prises de sang, l'hydratation intraveineuse aux besoins, de la médication IV, des soins de radiodermite qui sont des brûlures causées par la radiation.
Ensuite de ça, pendant ces traitements, M. Lacasse rencontre les infirmières afin de procéder à son pré-op. Aujourd'hui, il y aura un traitement de curithérapie. Une infirmière de Radio-Onco sera là pour l'accueillir et le préparer à l'intervention. Depuis environ 1 an et demi, 2 ans, si je me trompe pas, on a ouvert un nouveau bloc opératoire de curithérapie. Donc, c'est effectué sous anesthésie générale. Ça consiste en l'installation sous guidage échographique de cathéters à travers le périnée pour atteindre la prostate. Les cathéters sont branchés à une source qui délivre une dose précise qui est calculée par des physiciens médicaux pour envoyer la radiation. Une fois que le patient est éveillé, il passe par la salle de réveil, puis après ça, il est de retour avec les infirmières de Radio-Onco afin qu'on s'assure de sa stabilité, puis afin que le monsieur puisse quitter. On a des critères de libération post-op à rencontrer. Donc, en post-traitement, on est présente lors des rendez-vous de suivi post-traitement, puis le gros aussi de notre travail, c'est les évaluations téléphoniques. Les patients nous rappellent s'ils ont des questions, des problématiques, des problèmes urinaires, une radiodermite qui était, mettons, de grade 1, que finalement, elle se détériore, puis que là, il faut rajouter un pansement, ou on a des problèmes téléphoniques vraiment très divers. Pour conclure, j'ai envie de vous dire que être infirmière en Radio-Onco, c'est gratifiant et diversifiant. Je voulais juste mettre un point aussi sur le fait d'être infirmière en clinique externe. C'est complètement un monde à part que celui qu'on connaît à l'hôpital, qui nous amène à développer de nouvelles aptitudes. La prise en charge d'un patient, là, vraiment dans son ensemble total. Est-ce qu'il y a un moyen de transport? Est-ce qu'il est bien entouré? Est-ce qu'il a bien compris sa maladie, ses traitements? Nous sommes également plus près des familles. Ce travail me stimule à être au top de mes connaissances afin de répondre à mes patients du mieux que je peux. Je désire m'outiller afin de m'améliorer en communication avec le patient famille, car il y a des sujets qui sont parfois plus difficiles à aborder. Je suis en train de suivre une formation avec la recherche à toutes les semaines là-dessus. C'est un travail qui me permet de grandir en tant que professionnel de la santé, mais aussi en tant qu'être humain. Donc, c'est tout. Là, je pense que je vais laisser la parole à Valérie. Ah oui, excusez, on a une question. J'ai un micro. Au début, vous avez parlé d'une formation en oncologie. C'était quoi? Ça ressemblait à quoi, en fait? La formation de départ, le 8 à 10 jours, là? Non, vous avez parlé d'une autre formation. Ah oui, pour faire le... Voyons, comment ça s'appelle déjà? Voyons, pour être... l'association, des infirmières canadiennes en oncologie. Dans le fond, ça, comment ça fonctionne, c'est sur... là, cette année, on va pouvoir s'inscrire à partir du mois d'avril. Puis il y a quand même des critères. Là. Je pense que quand on est infirmière en onco puis qu'on a un bac, il demande un temps réduit là, comparativement à quand on a un DEC. Mais je me souviens pas du temps précis, je vais pas vous induire en erreur. Là, mais c'est quelque chose comme 1 an et demi quand on a un bac, puis 3 ans quand on a un DEC. C'est une formation qui coûtait dans les années passées, là, c'était quand même assez dispendieux, quelque chose comme 700 $, mais la DSI partageait au moins la moitié des frais avec nous, là. Mais il faut comme leur démontrer notre motivation aussi à le faire, là. Je sais qu'ils font des groupes de lecture puis d'études à toutes les semaines aussi, là, s'il y en a qui veulent se mettre ensemble, parce que ça parle autant d'hémato que de radio-onco, que de... Tu sais, fait que moi qui est comme moins forte en greffe de moelle et tout ça, j'aurais intérêt à me mettre dans un groupe d'études pour pouvoir faire ça, mais c'est quelque chose qui est vraiment reconnu et payant aussi là, quand on fait des entrevues à dire, là, parce qu'on fait vraiment tout le tour du volet onco. Je peux rajouter, dans le fond, c'est une certification qui est donnée, mais c'est une étude personnelle. Donc, tu as un examen à passer au bout de, disons, 8 mois, puis tu fais des lectures, tu as des livres de référence, c'est toi qui fais ta propre étude, et tu fais l'examen à la fin, puis là, ça te permet d'avoir ta certification de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada. Fait que ça, c'est l'inscription se fait par Internet. Puis, faut-tu la faire absolument pour être en rendu? Non? Non, c'est comme un plus-value, comme il y existe aussi pour la stomothérapie, il existe pour la périnatalité. Il y a plein de secteurs pour la chirurgie, la médecine. Fait que c'est quand que tu vas en entrevue, c'est comme un plus-value, mais c'est pas nécessaire dans le CHU de Québec pour travailler à des postes, là.
Fait qu'il y en a en clinique externe en cardio qui l'ont chez dans le CHU de Québec, à l'Hôtel-Dieu. Mais tu sais, c'est sûr que ça t'aide à avoir le poste quand que t'as ça, mais c'est pas nécessaire à l'obtention du poste. Marie-Pierre, vous êtes combien d'infirmières à travailler en radio pour avoir une idée? Puis combien de patients vous pouvez voir par jour? On est... en fait, là, les postes sont pas tous donnés, mais pour bien faire, on est 12. on serait une douzaine. Puis sinon, les patients par jour, on peut en voir... quand on est en clinique, là, aux consultations, on peut en voir facilement une vingtaine par jour. Des nouvelles consultations, vraiment qu'on a un enseignement au complet à faire, peut-être 8, mettons, pour être raisonnable. Non, c'est juste pour avoir une idée, parce que dans le fond, oui, c'est ça. Des journées, tu travailles dans un bureau, puis j'imagine il y a des journées, tu es plus planché, voir les patients, parce que tu parlais des cliniques externes, puis tout ça. En fait, on est toujours en clinique, sauf qu'on est soit en clinique consultation ou clinique suivi. C'est un des deux. Quand on est en suivi puis que les patients sont en traitement, là, je peux en voir, je sais pas, peut-être une vingtaine, 25 par jour. Mais tu sais, c'est... Dans le fond, chaque jour, il n'y a pas une journée de pareil. Pour voir la dynamique, mais je comprends, merci. Ouais. On laisserait la parole à Valérie, au CHUL. Oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez changer les diapos. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Donc, bonjour, mon nom est Valérie Labbé. Je suis conseillère en prévention des infections par intérim au CHUL. Je suis moi aussi membre du comité relève infirmière du CHU de Québec. Donc, mon cheminement scolaire et professionnel. En fait, comme étude, j'ai fait un DEC en soins infirmiers que j'ai terminé en 2009. Puis, par la suite, j'ai poursuivi mes études au baccalauréat via le cheminement DEC-BAC, comme mes collègues. Puis, je suis présentement à la maîtrise en sciences infirmières dans l'option expertise conseil. Comme du point de vue professionnel, j'ai travaillé 4 ans en chirurgie, différents milieux, là, autant en chirurgie orthopédique, bariatrique, en chirurgie ORL, uro-gynéco. J'ai travaillé 2 ans en soins critiques, majoritairement en soins intensifs. Et je suis en prévention des infections depuis juillet 2015. Donc, pour placer la prévention des infections, je vais vous expliquer brièvement là, les infections nosocomiales au Québec. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les infections nosocomiales, ce sont des accidents, selon la loi, dont le tiers serait évitable, donc c'est pas négligeable. Et on parle que ce serait environ 10% des personnes qui sont admises en milieu hospitalier qui contractent une infection là, au cours de leur hospitalisation. Par infection nosocomiale, bien entendu, on entend parler du SARM, de l'ERV, du Clostridium difficile, mais ça correspond aussi à la gastroentérite virale qui sera acquise en milieu hospitalier, l'influenza, les bactériémies qui peuvent se développer sur des cathéters au cours d'une hospitalisation, etc. Il y en a beaucoup, c'est vraiment un domaine qui est en évolution, constante évolution. Donc, au niveau de la prévention des infections au Québec, il y a plusieurs instances qui ont un rôle à jouer. Bien entendu, il y a le ministère de la Santé et des Services sociaux qui, eux, élaborent un plan d'action et émettent des lignes directrices. Il y a l'INSPQ pour l'Institut national de santé publique du Québec, qui, eux, possèdent un comité des infections nosocomiales du Québec. En fait, le mandat du comité des infections nosocomiales, excusez-moi, je vais prendre mes feuilles. En fait, c'est vraiment d'émettre des recommandations sur les stratégies de prévention des infections et aussi de définir les objectifs de surveillance. Pour la surveillance provinciale des infections nosocomiales, appelée le SPIN, c'est aussi un comité qui est relié à l'INSPQ. Et en fait, le mandat de ce comité-là, de la surveillance provinciale des infections nosocomiales, c'est en fait de surveiller toutes les infections nosocomiales au Québec et de définir en fait les critères de surveillance, c'est-à-dire sur la fréquence, la sévérité, l'importance épidémiologique, etc. des infections nosocomiales. Donc, au niveau de la prévention des infections, il y a une spécialité qui a été créée en 2011. En fait, ça vient du rapport Aucoin qui a été créé en 2005.
C'était une recommandation du ministère de la Santé à l'époque qui était M. Philippe Couillard. Puis, étant donné les éclosions d'essais difficiles qu'il y avait eu au début des années 2000 et aussi de l'éclosion de Strass en Ontario, c'est devenu un peu une préoccupation de santé publique et le ministère de la Santé et des Services sociaux ont pris position concernant la formation de l'équipe de prévention des infections ainsi que le ratio selon le nombre de lits des établissements. Donc, conjointement avec l'Ordre des infirmières, il y a une spécialité qui a été créée en 2011 pour détenir le titre d'infirmière clinicienne spécialisée en prévention des infections. Il faut avoir une formation de 2e cycle, qui est un diplôme en prévention et contrôle des infections de 30 crédits. Pour vraiment détenir le titre. Et présentement, il y a seulement l'Université de Sherbrooke et l'Université de Montréal qui le donnent au Québec. Il faut savoir quand même que c'est un titre à dire qui est en développement. Si on veut, présentement, nous en avons une dans le CHU de Québec, mais ce n'est pas un prérequis, si on veut. Évidemment, ça donne une plus-value, mais ce n'est pas un prérequis présentement pour avoir un poste de conseillère en prévention des infections au CHU de Québec. Donc, le rôle de l'infirmière en prévention et contrôle des infections selon l'OIQ. Bien entendu, ça, c'est le rôle de l'infirmière clinicienne spécialisée qui est décrit ici, mais c'est très, très, très similaire. Donc, de procéder à l'identification des facteurs qui ont une incidence sur la survenue des infections, d'assurer la surveillance des infections en temps réel, d'analyser le risque infectieux présent ou appréhendé, réaliser des enquêtes épidémiologiques, et de mettre en place des moyens et stratégies pour prévenir et contrôler la transmission des infections, ainsi que d'éviter l'éclosion des maladies infectieuses. Donc, ça ici, bien entendu, vous ne devez pas voir grand-chose, mais c'est pour ceux que ça intéresse, en fait, on le voit mieux, évidemment, quand c'est imprimé ou en plein écran. C'est, selon le rapport Aucoin qui avait été émis, les différents axes des rôles et fonctions de l'infirmière en prévention des infections qui sont très similaires à ce qu'on connaît aujourd'hui dans ce domaine-là. Donc, c'est plus pour votre information, pour ceux que ça intéresse. L'équipe de prévention et contrôle des infections au CHU de Québec, en fait, c'est une équipe composée d'une adjointe à la DSI, de 3 conseillères cadres en PCI, d'une infirmière clinicienne spécialisée en PCI et de 14 conseillères en PCI. Bien évidemment, il y a beaucoup de collaborateurs dans nos équipes. Notre rôle, en fait, on doit travailler avec les microbiologistes infectiologues, avec les services d'admission, les coordonnateurs d'activité, le service d'hygiène et salubrité, le personnel infirmier de l'assistante infirmière-chef aux préposés aux bénéficiaires, les laboratoires, etc. Évidemment, il y en aurait encore d'autres. Donc, le but du programme de PCI au CHU de Québec, en fait, c'était une des recommandations du rapport Aucoin, c'était aussi de créer des programmes de prévention des infections dans chacun des établissements. Là, je vous présente celui du CHU de Québec, de prévenir l'apparition et la propagation d'infections nosocomiales chez la clientèle, d'optimiser les compétences en prévention des infections de tous les travailleurs de la santé, d'améliorer la qualité et la sécurité des soins dispensés dans l'établissement, de diminuer la mortalité et la morbidité. Tu peux changer. Pardon. Améliorer l'efficience dans la gestion des épisodes de soins, diminuer les coûts reliés à la survenue des infections nosocomiales et d'être en mesure de faire face à l'émergence de nouvelles problématiques infectieuses. Donc, selon le CHU de Québec, les rôles et fonctions de l'infirmière en prévention et contrôle des infections, en fait, c'est le respect des assises en prévention des infections. Ça, les assises en prévention des infections, c'est vraiment les pratiques de base, là. Autant l'hygiène des mains, comme vous pouvez voir les audits d'hygiène des mains qui ont été faits là, tout récemment, le port de l'étiquette respiratoire, gestion des visiteurs, etc. La surveillance épidémiologique des infections nosocomiales, la gestion des éclosions, l'application des politiques et normes de pratique, la contribution et application des procédures et protocoles d'intervention, expertise conseil auprès des équipes de soins, formation et évaluation des compétences, recherche et développement. Donc, ce sont vraiment les rôles et fonctions selon le CHU de Québec. Pour être plus concret, les exemples d'activités de l'infirmière en prévention et contrôle des infections. Nous effectuons en fait une tournée quotidienne des unités de soins.
On s'assure du respect des pratiques de base, donc comme je vous parlais tout à l'heure, entre autres l'hygiène des mains, de demander des dépistages comme le SAMERV, de rencontrer et de faire une collecte de données là, auprès des nouveaux patients porteurs d'une infection nosocomiale. En fait, chaque nouveau patient porteur d'une infection nosocomiale est rencontré par une conseillère en prévention des infections. Puis, il y a un enseignement qui lui est fait et ces questions sont répondues. Et aussi, on fait auprès d'eux une collecte de données afin de savoir où il a acquis cette infection nosocomiale-là. Et aussi, là, savoir quels sont les facteurs de risque qui sont présents chez cette personne-là. On fait le suivi des patients porteurs de pathogènes. Par exemple, quand on passe au SAM, une personne qui est SAM, par exemple dans le CHU de Québec, peut être défichée. Ce qu'on appelle, c'est un retrait d'alerte SAM selon un processus établi, là, connu par les conseillers en prévention des infections. Donc, c'est entre autres un des suivis qui est fait auprès des patients porteurs de pathogènes. Calculer les taux d'incidence des infections nosocomiales. Gestion des nouveaux cas et des éclosions. Faire la surveillance des bactériémies. Visite des chantiers de construction, puisqu'il y a des particules qui peuvent être émises lorsqu'ils font des travaux de construction et la prévention des infections doit faire une visite à chaque chantier. Et la formation auprès du personnel soignant, que ce soit autant les brancardiers que proposés aux bénéficiaires, personnel infirmier, etc. Donc, en conclusion, le rôle en prévention des infections, de l'infirmière en prévention des infections, c'est un rôle stimulant, rempli de défis. C'est une spécialité qui est en constante évolution, comme je vous parlais tout à l'heure. Évidemment, les problématiques infectieuses évoluent constamment. Évidemment, on fait preuve d'un leadership à chaque jour. Aussi, on a un rôle d'autonomie. Puis, on a un beau travail d'équipe, autant avec les autres conseillères en prévention des infections, toute l'équipe du CHU de Québec, ainsi que tous les collaborateurs que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc, c'est tout pour l'infirmière en prévention des infections. Je ne sais pas s'il y a des questions ailleurs ou ici. Je ne sais pas si c'est une question.